Bonjour, troisième vidéo consacrée à la mise à jour des points d'escadron et emplacement d'amélioration et au nouveau format hyperespace. Après l'Empire Galactique et le Premier Ordre, je fais un gros flashback jusqu'à la guerre des clones afin de traiter aujourd'hui des séparatistes. Pour gagner du temps et éviter de me répéter d'une vidéo à l'autre, je ne vais pas revenir ici sur les généralités exposées dans le premier article auquel je vous renvoie, quant à l'ampleur de cette mise à jour, sa méthode ou les spécificités du nouveau format hyperespace. Ce qu'il faut sans doute noter en revanche, c'est que la faction des séparatistes figurait parmi celles qui s'en tiraient le mieux dans le méta depuis la mise à jour de juillet. Un peu à l'opposé du premier ordre donc, à ce qu'on dit. Plusieurs archétypes de grosses nuées de droïdes se sont montrés redoutables, avec souvent le capitaine Sear en chef d'escadrille organique, et tout aussi souvent à son bord le relais tactique TA-175, moins onéreux que Kraken, et en définitive probablement plus efficace. Et si, parmi les autres vaisseaux séparatistes, le bombardier droïde de classe Siena s'est montré moins constant, encore que l'on croisait bien ici ou là un bombardier du Technosyndicat, voire plus surprenant en milieu compétitif en ce qui me concerne, le rigolo kamikaze DBS 404, et de même pour l'infiltrateur Sith, surtout après l'augmentation drastique du coup de haine pour Dark Maul, le Nantex, lui, s'en est très bien tiré. Peut-être pas tant pour l'as Sunfac, le coup d'enchevêtrement sur lui s'est montré relativement dissuasif, même si on l'a vu, que pour des Shertech ou des génériques éventuellement par 2, 3 ou 4. On pouvait s'attendre à quelques nerfs ici, et ils sont bien là, même si au fond d'une ampleur relativement limitée, conformément à la méthode globale de cet ajustement des points d'escadron, où les diminutions sur les pilotes les moins joués l'emportent largement sur les augmentations portant sur des cartes jouées systématiquement. Une fois de plus, mais plus que jamais, c'est peut-être le nouveau format hyperespace qui se montre le plus sévère ici, en imposant de tenter d'autres choses que de coutume. Toutefois, un nerf d'un autre ordre est à mentionner ici, la modification des règles quant à l'effet des rayons tracteurs. Il s'agit d'une altération générale, mais on ne va pas se mentir, le premier vaisseau concerné, toute faction confondue, est clairement le Nantex, plus précisément avec le talent enchevêtrement, dont le coût a par ailleurs augmenté de manière générale. C'est que cette mécanique a pu se montrer vraiment redoutable, au point de constituer parfois la fameuse mauvaise expérience de jeu. Pour mémoire, ce talent réservé au Nantex stipule que, à la fin de la phase d'activation, si le Nantex est tracté, ce qu'il a de bonnes chances d'être du fait de ses capacités génériques dispositif tracteur de précision, alors il peut choisir un vaisseau situé dans son arc de tir mobile à portée 0 à 1 et lui transférer son marqueur de rayon tracteur. Ce qui inflige au vaisseau ennemi une pénalité en défense, mais aussi implique de le déplacer dans le sens voulu par le propriétaire du Nantex, sous la forme d'un tonneau ou d'une accélération, avec des guillemets, utilisant le gabarit tout droit 1. Ce qui peut amener le vaisseau tracté sur un obstacle ou lui en faire traverser un, le cas échéant. La modification des règles porte spécialement sur le déplacement infligé. Les principes essentiels demeurent les mêmes, mais une nouvelle clause atténue éventuellement les pires effets du rayon tracteur. Désormais, le joueur dont le vaisseau a été tracté contre sa volonté, car ça ne vaut pas si on se tracte soi-même, ce joueur donc peut choisir, après un déplacement de ce type, de réorienter son vaisseau de 90 degrés en échange d'un marqueur de stress. Ça me paraît une solution de compromis intéressante. Le rayon tracteur de manière générale et enchevêtrement de manière plus spécifique demeure quelque chose de très puissant, mais ce pivot peut avoir des conséquences notables au point parfois de se montrer quelque peu dissuasif. Peut-être. Le défenseur peut en tout cas tirer un minimum parti de sa déveine, par exemple pour se ménager un arc de tir que sa manœuvre ne lui permettait pas d'atteindre. Pourquoi pas? À tester. Mais incontestablement, cette modification des règles constitue bien un F pour le Nantex avant tout autre vaisseau pouvant jouer des rayons tracteurs, parce que c'est ce que le Nantex est censé faire et régulièrement. D'autres vaisseaux, cela dit, peuvent être concernés, mais il me semble que c'était le moment idéal pour en parler. Bien, passons maintenant aux ajustements des points d'escadron et des emplacements d'amélioration, en commençant par les petits socles qui constituent l'essentiel de la faction. Je crois qu'il faut commencer ici par évoquer quelque chose qui n'a pas changé. Les chasseurs droïdes de classe Vulture ont tous été laissés tels quels, pas la moindre augmentation. Ça ne me paraissait pas si évident parce que tout spécialement avec un drone de la Fédération du Commerce à 19 points, on est tout de même dans le plus gros discount de tout le jeu et c'est ce qui permet de faire de grosses nuées séparatistes à 7 ou 8 vaisseaux. Ces coûts très attractifs sont parfois à la limite de l'indécence, mais pénaliser les séparatistes ici aurait été bien trop sévère et ne pas augmenter le coût du socle de base de la faction était donc sans doute préférable. C'est sous d'autres angles que la nuée séparatiste sera quelque peu sanctionnée dans cette mise à jour, essentiellement le capitaine Sear et TA-175. On peut noter au passage que les Vultures nommés, peu ou pas joués, n'ont pas connu de diminution non plus, mais on peut douter de leur pertinence de manière générale.
Le cousin plus mouse du Vulture, le bombardier droïde de classe Sienna, a connu quelques réductions de coûts. Bienvenue car ce châssis était probablement un poil trop cher pour constituer vraiment une alternative viable au Vulture hyper cheap. Les génériques bombardier du Techno Syndicat et bombardier séparatiste coûtent désormais un point de moins. Le drone de bombardement, qui était beaucoup trop cher pour se montrer intéressant, diminue quant à lui de 3 points d'escadron. Peut-être faudra-t-il de nouveau l'observer de plus près. Enfin, DBS-32C, qui était beaucoup trop cher lui aussi, coûte désormais 2 points de moins. À 40 points d'escadron, il me paraît toujours un poil trop onéreux, mais il faudra sans doute essayer des choses avec lui, et peut-être tout spécialement en format hyperespace avec l'exclusion du chasseur Belbelab 22. Il deviendrait ainsi une solution relativement logique pour embarquer un précieux relais tactique. On verra bien. Je causais du chasseur Belbelab 22, autant poursuivre avec lui. La chose à noter ici, et qui n'est pas surprenante, c'est l'augmentation drastique du coût du Capitaine Sear, figure organique typique de la nuée de droïdes. Il se mange 6 points dans les dents, ce qui devrait se montrer relativement dissuasif. Au fond, cette augmentation est pour les séparatistes l'équivalent du gros nerf de Howl Runner pour l'Empire Galactique, à ceci près que ses conséquences sont probablement plus amples, l'archétype de la nuée séparatiste étant autrement viable que celui de la nuée impériale. Mais les raisons de ces ajustements sont grosso merdo les mêmes, on cible les multiplicateurs de puissance, ici sous la forme d'un tireur hors pair permanent. En revanche, les deux Belbelab génériques coûtent désormais moins cher. Le pilote automatique Fizanotro coûte 1 point de moins, et là Saskakoan 3, ce qui pourrait être intéressant. J'avais essayé le premier, sympathique, mais avec le second, il y aurait peut-être une forme d'incitation à jouer ce châssis, comme des X-Wing, peut-être. Faut voir. La bonne nouvelle ici en ce qui me concerne, c'est toutefois le fait que le général Grievous a été laissé tel quel. Blindage en impervium, Solar Swan et manœuvre improbable n'ayant pas bougé non plus, son build classique que j'aime beaucoup demeure tel qu'il était. Reste enfin le chasseur de classe Nantex. Sa présence récurrente dans le méta pouvait laisser supposer des ajustements ici, mais FFG a procédé comme pour les Vultures, et c'est sous d'autres angles que le coût des pilotes que le châssis a été pénalisé. En fait, la seule chose à noter ici est assez étrange. Le seul pilote concerné est Gorgol. Son coût demeure le même. En revanche, il gagne un emplacement de modification. Et du coup, c'est le seul Nantex à en avoir un. Je ne vois pas bien ce qu'il explique. Doit y avoir un truc ou une sorte de combo qui m'échappe ici. N'hésitez surtout pas à me renseigner. On a fait le tour des petits socles. Il n'y en a pas de moyen dans la faction et seulement un gros, l'infiltrateur Sith. Il y a deux ajustements à mentionner ici. Tout d'abord, cette grosse brute de Dark Maul qui avait passablement souffert en juillet dernier, même si surtout via l'augmentation drastique du coût de haine pour les gros socles, eh bien il recoute désormais 2 points de moins revenant à son niveau antérieur si haine demeure inchangée. Je suis preneur. Ensuite, O66, le pilote droïde de l'infiltrateur Sith, coûte désormais 1 point de moins et, en outre, il gagne un emplacement de talent. Ce qui pourrait être intéressant dans l'optique d'un infiltrateur de soutien plutôt que d'offensive notamment. De la sorte, en fait, O66 coûte autant de points d'escadron que le messager noir générique. Je m'interroge du coup quant à la pertinence de ce dernier, dénué de capacité spéciale comme d'emplacement de talent, et d'une valeur d'initiative inférieure, même si lui dispose de l'action de concentration plutôt que de calcul. D'autant que, comme on le verra bientôt, il est exclu du format hyperespace. Exceptionnellement, dans cette mise à jour où le bleu domine largement, concernant les améliorations, nous n'avons que du rouge, mais très spécifique car 2 cartes seulement sont visées. La première n'a rien d'une surprise, TA175, probablement le plus efficace des relais tactiques, augmente de 4 points, passant à 9. Il double presque en somme, mais demeure moins cher que Kraken. Reste que, avec le gros nerf du Capitaine Sear, c'est sous cet angle indirect que FFG a atténué la prévalence de la nuée séparatiste, et c'était sans doute le meilleur moyen, effectivement. L'autre augmentation est peut-être un chouïa plus étonnante, même si elle constitue là encore un nerf indirect de l'autre archétype compétitif des séparatistes, en affectant le Nantex. Le talent achevêtrement, déjà cher, augmente donc de manière générale. De ce que j'ai cru en comprendre, l'idée ici était au premier chef de ne plus permettre de jouer 4 Nantex génériques, des as de la reine Petranaki je suppose, car ce serait toujours possible avec des gardes de la ruche Telgassine, avec enchevêtrement sur tous. Un peu ce qui s'était produit avec les as de l'escadron Sigma et Feinte, disons. Ceci dit, dans le cas de ces génériques, comme dans celui de Shertek d'ailleurs, mon chouchou, l'augmentation n'est que de 2 points. Elle est plus conséquente à VP 5 et 6, et bizarrement surtout à VP 5 où on augmente de 5 points contre 4 à VP 6. Bizarre. Bon, ça ne fait pas les affaires du très onéreux Sunfac, du coup. Je suis un peu perplexe ici, une augmentation générale de 2 points m'aurait paru plus pertinente, mais il y a peut-être un truc qui m'échappe. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de pratiquer ce vaisseau, même si j'en ai vraiment envie depuis un bail,
N'hésitez pas à me renseigner le cas échéant. Sinon, le reste ne bouge pas, ce qui me plaît bien notamment pour les configurations des droïdes et les missiles Discord. Cool. On a fait le tour des cartes, voyons maintenant ce qu'il en est du format hyperespace et d'abord des vaisseaux qui sont légaux ou ne le sont pas. En petite faction dotée de 5 châssis, les séparatistes comme les autres se voient sucrer l'un d'entre eux. En l'espèce, c'est le chasseur Belbelab 22 dans sa globalité qui devient illégal. C'est pénalisant, surtout au regard de la possibilité d'embarquer des relais tactiques, je suppose. Ça me paraît un procédé intéressant incitant les joueurs à tenter des trucs un poil différents. Comme dit plus haut, DBS-32C pourrait peut-être constituer une alternative intéressante, lui qui est jouable comme le sont tous les autres bombardiers droïdes de classe Iéna, et aussi tous les chasseurs droïdes de classe Vulture, enfin tous les chasseurs de classe Nantex. Le seul châssis entre deux eaux est donc l'infiltrateur Sith, mais seul le messager noir est illégal, et ça ne me paraît pas vraiment constituer un problème. Du côté des améliorations, certaines interdictions coulent de source. La modification blindage en Imperium et le titre Soulless One sont après tout associés au Belbelab illégal. Mais les autres interdictions sont plus surprenantes et pour le coup je trouve que c'est à ce niveau que les séparatistes sont le plus pénalisés en hyperespace. Au point, je le crains, où les contraintes stimulantes se mutent en prohibitions frustrantes. Bon, l'absence du chancelier Palpatine Dark Sidious, on s'en accommodera. Les obus énergétiques, même si je n'en suis pas fan à titre personnel, c'est déjà plus embêtant. Mais ce qui m'ennuie vraiment ici, c'est l'illégalité d'enchevêtrement, qui diminue sacrément la pertinence de la légalité du Nantex en hyperespace. Oui, en définitive, c'est surtout concernant ce format que je suis un peu inquiet pour la faction ici. Elle y perd des atouts non négligeables et le mot est faible. C'est d'autant plus regrettable que, hors cette incertitude concernant l'enchevêtrement aux valeurs d'initiative supérieure, la méthode suivie par FFG pour ajuster la faction séparatiste dans l'ensemble du jeu me paraît plutôt concluante, notamment dans la mesure où elle ne pénalise pas sur la base des châssis. Mais en hyperespace, pour comparer avec les deux factions dont j'ai déjà traité, les séparatistes s'en sortent beaucoup moins bien que le Premier Ordre, clairement, mais probablement aussi que l'Empire Galactique, à propos duquel je suis plus indécis pourtant. Mais voilà, il s'agit d'une indécision stimulante. Concernant les séparatistes, on a plutôt le sentiment de la brimade. Bon, la faction dominait, certes, et on verra bien ce que ça donnera. Je ne doute pas que des joueurs créatifs sauront s'en accommoder. On en reparlera dans quelques mois. Bon, du coup, j'ai fait le tour des 3 factions que je joue le plus régulièrement. Pour celles qui restent, je serai bien moins, ou encore moins, assuré. Mais je suppose que la suite logique consiste à traiter des racailles et scélérats, faction que j'ai très occasionnellement jouée, et ça me titille de m'y remettre depuis quelque temps déjà. On verra. Allez, ce sera la prochaine vidéo. À bientôt. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé, et si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien je vous en prie, merci beaucoup. Les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est bienvenu et merci d'avance, et je vous dis à la prochaine fois.